Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on se questionne sur l'impact de l'industrie du textile sur l'environnement et les possibilités qui nous sont offertes pour être écologiques et bien habillés. Restez avec nous car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. C'est toujours un plaisir de vous parler. Les vêtements, oui, la mode, les modes changent très rapidement. Et donc, la production de vêtements est en constante croissance. Avons-nous besoin de tous ces vêtements? Pouvons-nous moins consommer et être stylisés? Bien, c'est ce dont on parle ce soir avec nos invités, notre chroniqueuse en environnement Cassandra Martel. Bonsoir. Et Myriam Laroche. Allô. Vous êtes cofondatrice de Collectif Détour et vous êtes stratège senior en développement durable du textile et du vêtement. C'est Bonsoir, ça. mesdames. Allô. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vêtements, évidemment, on ne peut pas s'en passer. Avant de parler des défis, on parle d'une production qui est en constante croissance et qui est très énergivore. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette production-là? Bien, on peut, en fait, faire des vêtements, ça consomme de l'eau, ça consomme des produits chimiques, ça consomme des matières naturelles, des ressources naturelles, des ressources synthétiques aussi. Puis, on parlait des statistiques tantôt. En 2000, on fabriquait 50 milliards d'unités de vêtements neufs. Et en 2015, on est passé à 100 milliards d'unités de vêtements neufs. Puis là, on est en 2025, 10 ans plus tard, je n'ai pas trouvé de chiffre, mais dans les dernières 10 année, Shein a fait son apparition, le ultra fast fashion. On est passé au-delà de la fast fashion. Donc, on est assurément passé, moi je dis, aux 150 milliards de vêtements neufs. Puis c'est ça le problème. On consomme trop de ressources neuves et la majorité de ces vêtements-là sont pas toujours portés et se retrouvent dans les sites d'enfouissement ou sont brûlés, tout dépendamment des différentes ressources que vous avez là, pour vous en débarrasser. On a parlé un peu avant l'émission, vous parliez, oui, il y a un coût ressources naturelles, coût économique, mais il y a un coût humain aussi. Très gros coût social. 80 de la main-d'œuvre de l'industrie du vêtement, ce sont des femmes. Et peu de ces femmes-là sont en position de leadership et de management et tout ça. Il y en a de plus en plus, mais les personnes qui fabriquent nos vêtements, ce sont des femmes, ce sont souvent des mamans. Ils font ça dans des conditions très difficiles. Il y a des bonnes conditions selon les normes de certains pays sous-développés, mais il reste que les femmes sont plus faciles à exploiter, étant donné qu'ils ont des familles, ils ont plus de pression. Donc, le coût social de l'industrie du vêtement est énorme, au-delà là, du coût matériel. Et on n'en prend pas toujours compte, j'ai l'impression. Non. C'est rare qu'on va faire un choix de vêtements en se demandant d'où il provient puis de quel Qui le est-ce qu'il est éthique produit. ou pas. Là, oui. Je sais qu'il y a des défis énormes pour l'industrie. Quels vont être les plus grands défis pour l'industrie? On va parler des possibilités, mais on va surtout parler de votre cheminement après. Quels sont les grands défis pour l'industrie? Aujourd'hui, 2025, en sachant que ça n'arrêtera pas... Bien, tu sais, c'est une industrie. Oui, il y a peu de femmes, en position de management, mais ceux qui sont en management font beaucoup de sous. Les personnes les plus riches au monde, il y a évidemment le CEO du groupe LVMH, Louis Vuitton, Moët et Chandon, qui est extrêmement riche. Là, ce qui se passe, c'est qu'il doit y avoir une redistribution des richesses
ou faire moins d'argent pour certaines personnes, faire moins d'argent par item. Il y a certaines compagnies de vêtements qui font jusqu'à 70, 80, 90 % de marge. Donc, si un vêtement a coûté 10 $ à faire, ils vont le vendre 100 $. Donc, il y a un 90 % qui est gardé par la compagnie. Il y a des dépenses, évidemment, mais c'est énorme. Donc là, c'est de dire aux compagnies qui font de la première vie, qu'on appelle les détaillants de première vie, mais il va falloir que vous fassiez moins de produits neufs. Ça ne veut pas dire nécessairement de diminuer les revenus, mais c'est de trouver des alternatives. Est-ce qu'on intègre le seconde main? Est-ce qu'on commence à obliger des Gap ou des Simons à reprendre leur propre marque maison et à les revendre? Est-ce que on parle beaucoup de REP, responsabilité élargie des producteurs. Aux Pays-Bas, il y en a une qui est sortie en juillet, je crois, 2024 ou 2023. On pourra revérifier, qui oblige les producteurs de vêtements, ils les rendre responsables de la fin de vie. Donc là, ça change la donne. Si ça s'en vient ici, les détaillants doivent être prêts à ne pas envoyer ces vêtements-là dans les sites d'enfouissement ou les brûler. Trouver des alternatives. Trouver des alternatives. Puis en ce moment, malheureusement, une des alternatives, c'est de les shipper ailleurs, de les shipper dans d'autres pays. Donc, on a des déserts au Chili, je pense que c'est Ghana aussi, où il y a de l'accumulation de déchets textiles ou de ressources textiles parce que c'est pas juste des déchets. J'aime pas utiliser le mot déchets. On aime bien utiliser le mot ressources parce qu'il y a beaucoup de ces trucs-là, qui sont vendables et portables. On pourrait générer de nouveaux revenus avec des vêtements qu'on a déjà généré des revenus. Il y en a qui sont peut-être pas vendables, mais qui sont portables. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent manuellement, que ça leur... des peintres ou qui pourraient avoir une petite tache sur leur vêtement, puis ça continue? Et on a de plus en plus d'opportunités, de solutions pour récupérer la fibre, recycler la fibre aussi. On parle de défibrage, il y a une compagnie en France qui s'appelle Fabric. Eux prennent des vêtements, puis passent ça dans le moulin à textile. Là. Je ne sais pas exactement la technologie. Ils font des matériaux comme des briques, des panneaux décoratifs. On peut faire de l'isolant. Donc, l'isolant qui peut se faire aussi. Vraiment. Puis, on parle de plus en plus de champignons. Pour ce qui est vraiment corrompu, on pourrait utiliser le champignon pour recréer des nouveaux matériaux. Donc, on n'est pas en manque de solutions, mais il faut mettre la main à la pâte. Est-ce qu'on est en manque de volonté économique? Volonté un peu? Économique. C'est vu beaucoup comme une dépense au lieu d'un investissement, mais il faut... J'aime préciser, moi, je viens de l'industrie du vêtement, on parlait de mon background, évidemment. Quand on est acheteur, quand on développe des collections, on travaille souvent sur 2, 3, 4, 5 saisons en même temps. Donc, on a une saison qui est en magasin qui est réduite. On en a une collection qui vient de rentrer, qui est à prix régulier. Il y en a une qui s'en vient. On travaille sur l'autre d'après, puis sur l'autre. Les acheteurs, les gens qui développent des collections sont tellement occupés. De leur demander en plus, il n'y a pas de manque d'intérêt. Tous ceux qu'on parle de l'industrie de la mode veulent faire mieux, mais il faut des ressources, il faut peut-être des nouvelles règles. Donc, le gouvernement doit s'en mêler, le consommateur doit en faire la demande et le détaillant doit mettre la main à la pâte. Donc, c'est un peu toute notre responsabilité, puis jusqu'à ce qu'on ait des lois ou des responsabilités élargies des producteurs, on repousse un peu. Mais là, on est rendu là... À croiser? Oui, absolument. Absolument. Si les détaillants ne font pas quelque chose d'ici les 5-10 prochaines années, qui n'ont pas déjà entamé, on va voir beaucoup de marques disparaître dans les 10-15 prochaines années, même avant ça. Vous, ça fait, je pense, près de 30 ans, peut-être même 30 ans que vous êtes dans le domaine. Oui. Vous n'avez pas toujours eu cette... Non. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? En fait, bien, moi, j'ai toujours aimé le vêtement. J'ai toujours été dans le commerce au détail. J'ai été acheteur pour des détaillants ici au Québec. Puis, j'aimais ça, négocier mes usines là, pour 50 sous sur un item. Mais on parle avant Internet. Hein? Je me rappelle, la première job d'acheteur que j'ai eue, il y avait un ordinateur dans le bureau qui avait Internet. On n'avait pas de courriel. On faisait tout par fax. On faxait. Je finissais ma journée, je faxais tous mes trucs en Asie. Eux travaillaient pendant que je dormais. Quand je revenais le matin, j'avais une pile de fax. Donc, on travaillait de cette façon-là. Ensuite,
c'est en 2007 que là, on a plus accès à Internet. Puis une de mes boss me demande, cette camisole-là, tu l'as eu à 8 $ pour la détailler 20 $. Donc ça fait une marge de 60 quand même. Elle dit, j'aimerais ça que tu l'ailles à 7,50 $. Donc, pour faire. Puis moi, je me disais, on l'a squeezé, c'est quand même un bon prix. Tu sais, pourquoi on n'augmente pas le prix de détail? Tu sais, ça ne me tentait pas de retourner à mon usine puis faire squeeze. Puis j'ai fait, je veux plus faire ça. Mais j'aimais encore le vêtement. J'aime le textile, j'aime la mode et tout. Donc, j'ai tout arrêté, puis je suis déménagée à Vancouver. Puis c'est vraiment là, je ne sais pas si c'est la nature, je ne sais pas si c'est le style de vie là-bas. Le changement. Le changement. Et la ville voulait être la ville la plus verte au monde en 2020. Je voyais qu'il n'y avait comme pas d'événements mode. Et c'est là que j'ai parti Eco Fashion Week, qui était une semaine de mode éco-responsable. Et à travers ça, c'est là que j'ai commencé aussi à faire de la consultation avec différentes entreprises et que depuis 15 ans, depuis 2009-2010, là, un peu plus de 15 ans, que je suis complètement focusée sur le développement durable. Puis c'est ça, on en parlait, je ne peux pas retourner en arrière. C'est trop tard. Le pied est dans la porte. Cassandra, on parle souvent d'environnement, moi puis toi. Entendre une personne de l'industrie, en plein milieu de l'industrie, avoir ces propos-là, ça rassure un peu. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais en fait, il faut qu'il y ait plus de gens qui aient cette compréhension-là, cette sensibilité-là. Puis je pense que justement, Myriam, ce qu'elle va aller faire, c'est de sensibiliser les autres qui n'ont pas encore eu la fibre. Puis, tu sais, on a vraiment cette accessibilité-là. On parle de mondialisation, mais tu sais, de l'autre côté de la mondialisation, c'est qu'on voit aussi ce qu'on demande aux autres pays. C'est la vitesse à laquelle on leur demande de fournir certains matériaux. On parlait des usines, par exemple, au Vietnam. Myriam m'expliquait qu'ils travaillaient 6 jours semaine, ce qui, nous, n'est pas dans notre culture, mais on se fait répondre « Ah, bien, c'est dans leur culture là-bas, c'est normal. » Mais c'est normal pourquoi? Est-ce que c'est réellement dans leur culture ou c'est parce que nous, on a tellement besoin d'eux dans notre qu'on les fait travailler 6 jours. Qu'on les fait travailler, tu sais, par la bande, ça les oblige à travailler 6 jours par semaine. Est-ce que ça nous demande donc une approche... Je parle du point de vue consommateur. On parlera, après la pause, on va parler des pratiques de collectif détour. Mais est-ce que ça nous amène maintenant à l'achat, sans avoir sans faire de thèse philosophique, mais d'avoir certains réflexes. Comme consommateur, on a des questions à se poser, comme dans tout, en fait. On doit maintenant consommer avec responsabilité, on doit être éthique dans nos choix. Eh bien, je pense que pour le tissu, il faut aller jusqu'à... C'est quoi le tissu? Est-ce qu'il y a du plastique qui compose ce tissu-là? Est-ce que, justement, il est fait où? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a une certification qui vient dire que les gens n'ont pas été exploités pour le créer? Le transport aussi, est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'on a besoin d'une matière qui vient d'un autre pays, qui est transformée ailleurs, puis qui après ça est arrivée chez nous? Fait que je pense que oui, comme consommateur, il manque encore de l'information. Je pense qu'on a besoin d'informer encore plus notre public. Mais comme consommateur, on aura des décisions à prendre et des réflexions à faire. Le coût versus l'impact social. C'est vraiment là le choix. Là. Cassandra dit quelque chose de vraiment intéressant. Une certification. Est-ce que ça existe? Une certification qui nous assure, j'achète ça, ce vêtement-là, il est neuf, mais il y a une certification qui me dit que, bon, c'est peut-être pas parfait, mais il y a un certain respect des droits. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe, comme le café? Oui, il y a des certifications pour l'éthique et pour les conditions de travail. Il y en a de plus en plus. Il y a RAP, il y a Ecotex Step. Il y a, si c'est Blue Sign ou B Corp. Mais évidemment, une certification, tu l'as une fois. Est-ce qu'après, est-ce que tu te fais vérifier? Est-ce que... Ça prend un audit, là. Exactement. Donc, il y en a des plus rigoureuses. On aime beaucoup B Corp, Blue Sign, Ecotex et il y a RAP, il y en a un autre qui m'échappe, mais il y en a encore plus que ça. Donc, aussi, est-ce que quand on voit, il y a une certification, je m'en lave les mains, jusqu'où faut pas s'arrêter là. C'est ça, jusqu'où on se lave les mains parce que on est occupé, la vie va vite, c'est facile de se faire shipper de Shein puis d'acheter directement. Tu sais, c'est efficace. On a besoin d'efficacité dans nos vies parce qu'on est extrêmement occupé. Donc, il y a comme
ce contraste-là. Contraste-combat. Oui, exactement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On parle en ce moment de passeport digital pour les produits. Donc, avoir un code barre maintenant sur l'étiquette, tu fais bip et là, tu peux savoir il y a coté combien. On parle d'indice de durabilité maintenant de plus en plus. Là, on le voit que ça s'en vient dans l'électronique, dans les électroménagers et ces trucs-là. Est-ce qu'on en veut dans le vêtement aussi, ton indice de durabilité? Plein de choses qui s'en viennent, je présume. On va en parler. Si vous le permettez, mesdames, on va faire une courte pause. On s'identifie. On vous revient tout de suite après. De retour avec vous, le sujet, l'impact de l'industrie du textile sur l'environnement. On en discutait, les pratiques. Beaucoup de mentalités à changer. Au niveau des commerçants, producteurs, quelles sont les pratiques maintenant? Est-ce qu'il y a de bonnes pratiques et quelles seraient les bonnes pratiques pour producteurs, marchands? On parlera des consommateurs après, mais quelles sont les bonnes pratiques? En fait, je pense que la première étape qu'il faut intégrer pour diminuer la quantité de produits faits à partir de matériaux neufs, c'est d'intégrer l'économie circulaire et d'intégrer le seconde main dans les plans d'assortiment, dans l'offre en magasin. Donc, il faut commencer vraiment, les détaillants doivent se préparer à ça, à avoir une section seconde main. Comment peuvent-ils faire ça? C'est d'avoir une section, d'avoir... Si tu prends des compagnies, puis là, c'est pas nécessairement le textile, mais si tu prends des compagnies comme Sale ou comme Ikea, puis là, c'est pas parce que je veux faire de la promotion pour eux, mais c'est vraiment deux grosses entreprises mondiales qui ont été capables de faire resale, puis un autre nom là, pour Ikea. Donc, c'est vraiment le seconde main. Donc, l'article de sport, les meubles, certains vêtements aussi de sport, que dans le fond, tu peux retourner. Fait que je pense que si des grosses entreprises comme ça sont capables de le faire, je pense que nos créateurs sont capables aussi de faire une section, de dire, bien, nous, on reprend le linge, puis on fait une boutique de seconde main ou une offre de seconde main, où on les rend en location. Il y a plein de solutions. Là. La location, la consignation qu'on a beaucoup. Ça, c'est nouveau. Et ça, il va falloir changer, bouger beaucoup de mentalités. Parce que vous me disiez, il y a même des gens qui ils veulent pas porter le linge d'une autre personne. Ils sont gênés. Et en passant, sauf ça, malheureusement, tout ce que je porte est de seconde main. Bref. Et je pense, Cassandra, toi, c'est... Oh, ça fait partie de mon garde-robe normal. Mais c'est ce que je disais. Donc, mon Dieu, j'ai perdu mon fil, mais il y a une mentalité à changer. Oui, quand ils goûtent, Vêtements, par contre... Là, Oui, bien, les gens, on parle, je me fais souvent dire « Ah, ça m'écoeure de porter des vêtements. » Puis je dis « j'ai trouvé aucune étude sur des maladies liées au port de vêtements seconde main. Tout va bien. » Moi, personnellement, je les lave pas toujours quand je reviens. Moi, je lave mes vêtements avant de les donner. Tu sais, souvent, quand vous allez en magasin, ils sont déjà lavés, ces vêtements-là, puis on le sent, tu sais, ou on le sait quand sont pas lavés ou sont pas propres. Je dis souvent, si vous achetez 10 systèmes de vêtements neufs par mois, remplacez-en un. Seconde main, commencez par ça. Commencez par un accessoire qui ne touche pas votre peau. Une ceinture, un sac à main. Ce qui se passe quand on commence vintage, seconde main, on se fait souvent complimenter. Puis là, c'est là que... Puis il m'a pas coûté trop cher, c'est ça. Aujourd'hui, tu l'as acheté où? J'étais toute fière de dire je l'ai pris à friperie. Oui. Ça devient une fierté. Exactement. Surtout quand on dit le prix. Oui. Bien, le prix, 11 Exactement. Si vous voulez payer pas cher, allez seconde main. Je pense qu'il y a du seconde main qui a une plus grande valeur. On est en train aussi de réévaluer. Il n'y a pas d'échelle de valeur de seconde main vraiment définie mondialement. Là. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Un chandail en cachemire fait en Chine, puis un chandail en cachemire fait en Écosse, il n'y a pas la même valeur. Donc, c'est pas le même... Le même making, le savoir-faire et tout. Donc, il faut commencer. Donc, le seconde main en tant que consommateur, bien, si vous ne voulez pas aller en friperie, échangez-vous-le entre vous. On en parlait tantôt. Moi, chez nous, j'ai comme un genre de panier. Ce que je mets plus, je mets ça là-dedans, souvent, même des livres ou des choses comme ça. Les gens savent, tu sais, oui, fouille, tu prends ce que tu veux là-dedans. Tu fais un souper, tu apportes ce que tu ne portes plus. C'est
Des soirées braderie, c'est merveilleux. Exact. J'aime ça, soirée oui. braderie. Les soirées braderie à la maison, puis c'est autant faisable pour nous, entre mes amis, mais on le fait pour nos enfants aussi. C'est le fun de pouvoir dire que mes enfants ont un nouveau vêtement puis qu'ils nous ont réécouté, parce que Dieu sait que les enfants, ça coûte cher, les vêtements. Oui. Fait que, tu sais, t'es capable de vraiment rentrer. Ça grandit super vite. Un soulier, ils vont pas le mettre tant de temps que ça. Fait que, tu sais, si t'es capable de justement prendre des moments, des occasions pour dire, bien, on échange. Puis, tu sais, vous connaissez votre monde autour de vous. Vous avez le dédain, bien, allez vers des gens que vous n'avez pas le dédain. C'est comme pour commencer à quelque part. Là. Je comprends. J'aimerais prendre quelques instants pour parler de Collective Détour. Oui. Vous êtes cofondatrice. Parlez-nous. C'est quoi Collective Détour? On a comme fait un jeu de mots anglais-français Ouais. parce qu'on a des clients anglophones aussi. En fait, on est une agence qui accompagne des détaillants, des manufacturiers à intégrer des pratiques plus durables. On a vraiment une spécialité en économie circulaire et en réemploi. Nous, notre but, c'est de diminuer le gaspillage textile, le gaspillage de ressources textiles et encourager le réemploi. On veut donner la plus longue vie possible à chaque item de vêtements dans leur état initial. Les garder en meilleures conditions. Sans le transformer avant. Sans le transformer. Okay. Tu sais, qu'il fasse s'il peut faire 4-5 maisons, l'item de vêtements, c'est ça qu'on veut. Puis après ça, quand il tombe en miettes, bien là, on le recycle et on fait d'autres choses avec. Donc, on peut recycler la fibre, mais avant ça, on peut le surcycler, le upcycling qu'on entend parler. Donc, de prendre un jean, c'est d'en faire, le découper, en faire un sac et tout. Donc, on en voit de plus en plus. Okay. Donc, de prendre des matériaux seconde main et de créer des produits neufs. Ça aussi, c'est une autre façon d'être dans l'économie circulaire. Si vous ne voulez pas le vêtement tel quel, bien, il y a beaucoup d'options maintenant d'upcyclage qu'on voit de plus en plus. Donc, nous, on accompagne aussi au niveau de l'éthique, au niveau du message. Une compagnie qui aimerait faire une campagne de communication axée sur l'économie circulaire, mais on ne veut pas avoir l'air granola. On veut attirer la clientèle. On peut accompagner de ce côté-là aussi. Aller chercher la clientèle Louis Vuitton, mais pour en recyclage. Exactement. C'est vraiment de tout faire ça. Donc, tout ce qui est développement durable en textile, en vêtements, c'est ce qu'on fait. Donc, nos clients diffèrent beaucoup. Il y a des petites entreprises, je pense, dans notre région. Il y a des initiatives extraordinaires il y a plusieurs. dans la Naudière. Quelles sont les plus... Ah non, il n'y en a pas les plus belles, là, mais... Il y en a tellement, mais j'ai décidé d'en focusser sur 3, en fait, parce que j'aimais leur mission. Il y a le Textilab, en fait, qui est par le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré, Joliette, et on apprend aux jeunes, en fait, à utiliser la machine à coudre et à réutiliser les vêtements. Donc, de prendre peut-être des fois 2 pièces de vêtements, recréer un vêtement, comment réparer, tu sais, comment ficeler un bouton, là, tu sais, ce qu'on a tout oublié. Mais de justement, comment bien utiliser ça, et ça leur donne une expérience de travail incroyable aussi. Ils deviennent manuels, il y a place pour la créativité. Donc, j'adorais vraiment l'idée du Textilab. Au niveau, on se rapproche un peu là, des moulins, on a à CGL de l'Assomption, on a le Placard et compagnie. Donc, même principe pour donner une expérience aux jeunes. Ils ont créé une friperie. Donc, c'est vraiment une friperie avec un café. Donc, tu vas prendre ton petit café, ton thé. Tu as accès aux vêtements. En plus, il y a une sélection de livres tout le temps présent aussi. Tu as une belle place pour prendre ton café relax. Tu as des belles salles d'essayage. Donc, c'est vraiment des super belles initiatives. Puis, si on va du côté de Mascouche, il y a aussi la friperie Grand Cœur. Donc, vraiment, l'idée, en fait, c'est de justement aller faire des dons, aider la communauté. Et il y a de la sélection dans cette place-là. Il y a vraiment des beaux choix. Puis ce que j'aimais beaucoup de la friperie Grand Cœur, c'est qu'il y a aussi une sélection familiale. Donc, autant mon conjoint peut trouver des vêtements que mes jeunes enfants, puis on a même trouvé des jeux par la bande. Ça coûte cher quand on va là, finalement. 3 belles entreprises, 3 belles initiatives. Je sais que... Puis il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Mode Zéro à Sainte-Julienne. Sur le territoire, il y a vraiment un grand nombre de friperies. Je pense sur chaque territoire. Et comme tu as dit, il y a plusieurs friperies ils ont même une connotation sociale et de partage. Oui, sociale et de partage. On a des friperies aussi qui se spécialisent dans les vêtements un peu plus de luxe ou les vêtements importés. Fait qu'on a vraiment une belle gamme. Quelqu'un qui veut vraiment bien s'habiller, être bien stylé, il y a vraiment quelque chose à faire dans la Naudière. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour convaincre les gens? De faire... J'ai vraiment l'impression de toujours demander aux gens de faire des efforts, mais sans que ça soit un effort, là, on l'a dit. Friperie, c'est simple, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je veux pas que les gens... Prendre soin de leurs vêtements.
Oui, hein? On parlait tantôt, ouvrir son garde-robe, qu'est-ce que je mets plus, qu'est-ce qui ne me correspond plus non plus comme vêtements. On n'est pas obligé d'avoir un garde-robe plein de toutes sortes de vêtements. On a vu passer les modes des essentiels, donc d'être capable de bien s'habiller à très, très peu de vêtements dans le garde-robe, de réparer nos vêtements. De pouvoir le garder longtemps, d'en prendre soin, de le réparer, de lire les fameuses étiquettes de lavage. Ouais, Aller voir ce que ça veut qu'est-ce que ça peut dire, les changer, ça, onglets. Cassandra? Ça va maintenir le vêtement en santé. Si on le lave moins souvent? Bien, si on lave moins souvent ou si on lave selon les recommandations du manufacturier. OK. Comme tout, dans le fond, dans la Ça vie. peut avoir un changement? Bien, si on prend le spandex, l'élastane, quand on va dans la sécheuse, ça l'abîme. Si on utilise l'assouplisseur, ça l'abîme. Donc, tous les vêtements qui ont du stretch, là, qu'on adore, tout le monde a confortables. tout a du stretch, ça rend tout plus difficile à recycler. Bon, mais il y en a du stretch. La sécheuse, ça diminue de moitié la vie de votre vêtement quand il y a du stretch. Donc, faites-le sécher à l'air libre. Donc, c'est vraiment l'étiquette? Oui, absolument. Oui. Il faut le lire. Le moins de sécheuse possible, le moins d'assouplisseurs possible. Vous allez économiser en plus dans votre épicerie puis sur Exact. votre compte d'Hydro-Québec. Exact. Fait que c'est parfait. Puis j'aimais quand tu parlais de réparation parce que un des défis, il faut redonner des lettres de noblesse aux gens qui font les vêtements, aux assembleurs de vêtements. C'est vu comme une job pour les pauvres. Il faut arrêter de voir ça comme ça. C'est un art, là. C'est un art. Faire un vêtement qui fit bien, couper un patron avec une épaisseur de tissu comme ça, parce que tu coupes, mettons, 50 pièces à la fois avec les machines, ça prend du talent. Je les appelle les architectes du textile. Puis ça devrait gagner beaucoup plus cher que qu'est-ce que ça gagne là. Je prends souvent l'exemple de la construction. La construction, tu commences tes apprentis, ensuite tu montes. Ça devrait être la même chose pour le vêtement, parce que il y a aussi des risques de blessures. La machine à coudre, moi, je n'utilise pas de machine à coudre. Là. Je suis capable de me dépanner, coudre puis raccourcir, mais j'envoie ça chez quelqu'un parce que je trouve ça... J'aime pas ça, ça me fait peur. Donc, c'est important d'arrêter de voir ça comme une job pas noble. C'est très noble de faire des vêtements parce qu'il n'y en a plus de cordonniers, il n'y en a plus de couturières. Donc, il faut vraiment revoir aussi notre mentalité face à ça. Mais là, Cassandra, ça me fait penser, on a pris une photo changer tantôt. mentalité. Pourquoi? En Changer les fait, mentalités. on a pris Vas-y. une belle photo On là, va voir tantôt. tantôt. Le Creux de la Naudière a décidé de partir un mouvement. On a connu le Ice Bucket Challenge, mais Ouais. maintenant, on va avoir le hashtag « Je me fripe Hashtag je me fripe. ». Oui, il apparaît en bas de l'écran. Ah, voilà. En fait, là, je veux qu'on soit fiers de porter du seconde main, qu'on soit fiers de garder nos vêtements longtemps, qu'on soit fiers d'échanger nos vêtements. Donc, à partir de ce soir, le hashtag « Je me fripe » va circuler et je veux que vous alliez challenger les gens autour de vous. Je vais le partager assurément. Merci, Gilles. Myriam, Cassandra, merci beaucoup. Merci pour votre à toi. travail, Myriam. Plaisir. Merci beaucoup. Merci de Cassandra, l'invitation. on se revoit très On se revoit bientôt dans pour un une mois. autre chronique parce que l'environnement n'a pas fini avec nous. On vous dit au revoir et à la semaine prochaine.